Salut les petits loups, me revoilà. Bon, je vais commencer directement pour rentrer par les sujets brûlants, si j'ai envie de dire. Alors, je vais repartir 2 minutes sur le voile, puisque c'est la grande polémique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Faites attention avec cette histoire de voile, parce que c'est juste une histoire de divertissement, c'est-à-dire que on vous met la tête sur le voile pour que vous ne puissiez pas vous focaliser sur le reste, parce qu'il se passe des choses très graves, figurez-vous, pendant ce temps-là. Juste pour vous dire un truc, c'est que moi, quand je parle du voile, mais je dis des musulmans de France, faites attention, faites-ne rentrez pas dans la provoque, c'est pas de l'islamophobie de ma part, c'est au contraire parce que j'ai pas envie de voir des femmes musulmanes tout à fait gentilles et innocentes, comme la plupart. Je veux dire, quand je dis gentilles et innocentes, c'est-à-dire qu'ils sont inoffensives et qui sont des gens de, qui sont des gens de bonne volonté et qui n'ont pas du tout envie de nuire à qui que ce soit. J'ai pas envie de les voir se faire tabasser, j'ai pas envie de les voir se prendre des coups, se prendre des insultes, j'ai pas envie de ça. D'accord? Le fait est qu'aujourd'hui, et ça, je vais en parler, je vais développer ensuite dans la suite de la vidéo. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a un problème avec un certain islam qui est présent en France, qui n'est pas présent, alors, qui est beaucoup moins présent, par exemple, dans les pays du Maghreb. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais il est beaucoup moins présent dans les pays du Maghreb. Il est quasi inexistant en Turquie, qui est un pays musulman. Cet islam-là, c'est les frères salafistes, c'est le wahhabisme, c'est les frères musulmans. Qu'est-ce que je raconte, les frères salafistes? C'est le salafisme, le wahhabisme, les frères musulmans. Et donc, cet islam-là, qui n'est pas l'islam global qui existe en France, mais il est présent en France. Il est présent, et c'est à cause de cet islam-là qu'on a des mecs qui se radicalisent. Ça n'existe pas la radicalisation dans le reste de l'islam qui n'est pas wahhabite, qui n'est pas dans ce mouvement salafiste, qui n'est pas chez les frères musulmans, parce qu'eux, ils ont une lecture littérale du Coran, c'est-à-dire qu'ils prennent tout à la lettre, y compris des trucs qui se sont passés à l'époque où c'était la guerre, ou, voilà, etc. Et ils essayent d'appliquer ça aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la guerre, les mecs. Bon, enfin bref, j'ai pas envie de développer ça. Juste pour vous dire que aujourd'hui, voilà, il y a un problème en France, parce que cet islam d'Arabie Saoudite et du Qatar a été importé en France suite à des accords franco-arabes, en 1973 d'ailleurs, et qu'il a été dans cet accord convenu que les imams wahhabites, salafistes, frères musulmans, ont le droit de faire et de dire exactement ce qu'ils veulent en France. C'est pour ça qu'on ne ferme pas les mosquées salafistes, ce sont des accords, et c'est pour ça qu'on les laisse faire depuis, bon, je me répète, depuis les années 70. Bon. Et donc cet islam-là n'existe pas, par exemple, au Maroc. Il existe, mais il n'est pas visible, il n'existe pas. Il y a peu de femmes en burqa, très peu, et donc la majorité des femmes, par exemple au Maghreb, les jeunes, notamment parmi les jeunes générations, ont envie de s'émanciper du voile. J'ai pas envie de vous citer des exemples personnels, mais je connais des musulmans dans mon entourage que vous connaissez, dont la femme n'est pas voilée, par exemple. Et elle est marocaine pour autant. Je ne donne pas de nom, je n'ai pas envie. Les jeunes générations du Maghreb, les jeunes femmes ont envie de s'habiller à l'occidental. Plus elles sont éduquées, plus elles s'habillent à l'occidental, plus elles sont issues de familles aisées, moins elles mettent le voile, moins elles vont à la mosquée. Bon. C'est un fait. Moins elles pratiquent le ramadan et moins elles pratiquent l'Aïd. Ce sont des études. Bon, plus bon, j'ai pas envie de faire non plus un résumé, mais c'est avéré. On sait que les familles de Rabat, Casa, par exemple, pratiquent moins l'Aïd, elles ne tuent pas le mouton dans leur maison, etc., que dans les familles plus pauvres. C'est un fait. Donc, ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans ces pays musulmans, mais qui le sont depuis des siècles, ils ont envie de s'émanciper de l'emprise, des interdits, de tout ça. Ça ne les empêche pas de continuer à être des bons musulmans. Ça ne les empêche pas. C'est pas interdit, c'est pas obligatoire le port du voile dans le Coran. C'est pas une obligation. Hein? C'est pas une obligation non plus de ne pas aller travailler, etc. pour les femmes, ou de ne pas aller participer aux cours de gymnastique. Ça n'a jamais été écrit dans le Coran. Bon, bref, j'ai pas envie de développer trop. En France, c'est le contraire. On a un islam hyper conservateur qui lit le Coran de manière littérale et qui vous dit, voilà, il faut les voiler, voilà, il ne faut pas qu'elles aillent à la gym, il ne faut pas qu'elles aillent en piscine en montrant une partie de leur corps, etc.
Donc on retourne au Moyen-Âge, et ça, cet islam-là, ne colle pas à la République française. Ça ne colle pas, ça n'est pas possible. Voilà. Ça colle déjà pas avec l'islam pratiqué au Maroc. Déjà. Hein, je vous ai montré des photos de piscines ici, où il y a des pancartes à l'entrée de la piscine, où c'est marqué que les burqas sont interdites, les burkinis sont interdits. D'accord? Bon, c'est clair. Voilà. En France, par contre, on les autorise. Il y a quelque chose qui colle pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, vu le degré de tension qu'il y a en France, et c'est surtout là-dessus que j'insiste, il y a un tel degré de tension en France, je dois quand même rappeler qu'il y a quand même un musulman qui s'est radicalisé suite à ces imams salafistes qui ne se font pas expulser. Ce mec s'est fait embringuer alors qu'il était père de famille, marié avec une bonne situation, fonctionnaire de police. Il vient de tuer 4 personnes quand même. Oh! Donc la situation devient extrêmement tendue entre les Français non musulmans et puis le reste qui s'amusent à aller dans des institutions publiques avec le voile alors qu'elles savent très bien que même si c'est autorisé par la loi, elles savent très bien que ça va choquer, que ça va faire chier, que c'est pas le moment de provoquer. C'est pas le moment. Tu vois? Ou alors, carrément, oui, tu viens avec ton voile, tu vas à la télé, et tu dis voilà, cet islam, c'est de la merde, on n'en veut pas, c'est pas notre islam. Tu le dis. Mais moi, j'entends pas beaucoup de musulmans de France dire le wahhabisme, c'est pas notre islam, les salafistes, c'est pas notre islam, et les frères musulmans, c'est pas notre islam. J'entends pas ça. Donc, il y a un amalgame qui se fait parce que les Français n'ont pas envie de savoir qu'il y a une différence entre les différents islams, ils n'ont pas envie de le savoir. Eux, ils entendent Allahu Akbar, ils voient des voiles, ils voient des burqas, pour eux c'est la même chose. C'est juste pour ça que je précise, si vous êtes aujourd'hui une femme musulmane de France, et d'ailleurs si vous êtes musulmane de France, mais d'origine française, c'est-à-dire d'origine blanche et non pas d'origine arabe, c'est assez incompréhensible que parce que vous vous mariez avec un musulman, vous vous mettiez à mettre le voile, et encore plus incompréhensible si vous vous mettez à mettre la burqa. Sachez que voilà, dans les pays arabes, c'est le contraire, les femmes essayent de s'émanciper de ces obligations-là. C'est ça qui est complètement dingue dans cette histoire. Voilà. Et donc, tout ça pourquoi? Tout ça pour dire que, je répète encore une fois, ne tombez pas dans ce piège. On vous instrumentalise pour justement faire de la provoque, car ça fait de la provocation, que vous le vouliez ou non. Le degré de tension est tel en France aujourd'hui maintenant, avec l'islamisme. Vous avez vu que Zemmour a dit que c'était la même chose, l'islam, l'islamisme, et les gens écoutent Zemmour. Donc faites attention. Ils font exprès de créer des amalgames pour qu'ensuite, quand on tuera une femme voilée dans la rue, tout le monde dira bah bravo. C'est ça qui est grave. Faites gaffe. Donc, je parle aux musulmans de France et aux musulmanes de France, s'il y a vraiment quelque chose d'intelligent à faire, faites un petit effort de bonne volonté. Dites, ok, nous on va dire à nos femmes d'enlever le voile. Juste pour vous expliquer que nous, on n'est pas déradicalisés, que nous, on est capable de le faire pour la bonne cause, pour l'islam, justement. On est capable de dire à nos femmes, pour vous donner une bonne image de l'islam de France, on est capable de le faire. On enlève ce voile et ça ne nous empêche pas de le remettre dans la sphère publique, privée, et de faire ce qu'on veut une fois qu'on est chez nous. Mais dans la sphère publique, on va faire l'effort, on va le faire. Et vous feriez ça devant les caméras, mais ça serait génial. Enfin bon, je sais que je vais encore me faire tomber dessus par toute la communauté qui vont me dire c'est ça, tu vas aussi nous demander de nous mettre à poil ou de nous convertir au LGBT. Mais non. Ce que je dis, c'est juste une preuve de bonne volonté, c'est tout ce que je dis moi. C'est tout. Vu le degré de tension, bien sûr. Il n'y aurait pas de tension en France, il n'y aurait pas de problème, je dis, il n'y aurait aucun souci, j'en parlerai même pas. Mais c'est parce que ça va continuer. On va continuer, il va y avoir de plus en plus d'attentats islamistes créés soi-disant par Daesh, mais bon, vous savez très bien ce que j'en pense, c'est pas, voilà, bon, tout ça c'est manipulé de loin, hein, bon. Il va y en avoir de plus en plus, et les gens vont de plus en plus en avoir marre de l'islam, de plus en plus faire des amalgames entre l'islam radical et puis l'islam pratiqué par la majorité d'entre vous, et vous allez de plus en plus en prendre plein la gueule. C'est pour ça que je dis, c'est pour vous aider, c'est pour aider la conciliation. Bon. Est-ce que c'est clair? Parce que je vais développer dans cette vidéo, il y a des gens dans ce pays qui ont intérêt à ce qu'on se foute sur la gueule. Et quand je dis des gens, vous allez voir de qui je parle. Ok? J'avance. Alors, merveilleux pays, n'est-ce pas, que cette France, hein, puisqu'on me dit, Jim, tu es à côté de la plaque quand tu dis que la France n'est plus un pays, c'en est un très grand. Non, c'en était un.
très grand. La France n'est plus un pays. Je répète encore une fois, la France n'est plus un pays. Mais pourquoi tu dis ça, Jim? Un pays doit avoir des frontières. Est-ce que la France a des frontières? Bah oui, bien sûr, voyons, tu regardes sur une carte, elle a des frontières. Non, non. Est-ce qu'elle a des frontières gardées? Est-ce qu'il y a des douanes? Est-ce qu'il y a des gens qui vérifient qui rentre, qui sort, qui fouillent éventuellement les gens dangereux, fichiers S, etc., à l'entrée et à la sortie de nos frontières, à commencer par nos aéroports? Ah bah oui, Jim, à l'aéroport, il y a de la fouille. C'est vrai, mais il n'y a que là. Mais le reste du temps, dans les frontières physiques, il y a du monde qui rentre pour empêcher n'importe qui de rentrer et de sortir? Ah bah non, Jim, on est rentré dans l'Union Européenne. Bon, donc, déjà la France n'a plus de frontières, n'a plus de souveraineté sur le niveau de ses frontières, d'accord? C'est une question de souveraineté, un pays. Il lui faut une souveraineté monétaire. Est-ce que la France bat monnaie par le biais de sa Banque de France? Bah non, Jim, puisque depuis 1973, ça ne peut plus le faire. Tiens, c'est bizarre ça, la France n'a plus de souveraineté monétaire. Est-ce que la France a une souveraineté politique? Ah bah non, Jim, puisque depuis que Sarkozy nous a fait rentrer dans l'Union Européenne, c'est l'Union Européenne qui dirige pour la France. Oui, je fais un peu la dédoublement de personnalité des fois. Est-ce qu'on a une souveraineté militaire? Ah bah non, Jim, puisqu'on est rentré dans l'OTAN, donc c'est pas nous qui dirigeons notre armée. Est-ce qu'on a une souveraineté sociale? Ah bah non, Jim, puisque c'est l'Union Européenne qui décide qui doit rentrer, qui doit sortir, s'il faut faire venir des migrants ou pas, s'il faut accepter les immigrés, s'il faut faire ci, s'il faut faire ça, etc. Est-ce qu'on a une souveraineté agricole? Bah non, Jim, puisque c'est l'Union Européenne qui décide pour les agriculteurs et pour l'agriculture en France, en faisant signer le traité, le CETA, etc. On n'a plus aucune souveraineté. Ça n'est pas un pays. Nous avons un gouverneur qui fait office de président de la République, exactement comme il y a un gouverneur du Kansas, de l'Arkansas, de l'État de Washington, de l'État de New York ou de la Californie. Macron n'est ni plus ni moins que le gouverneur de la France, de l'Union européenne. Donc, dans ce pays extraordinaire, qui n'est plus un pays qu'est la France, les pompiers... Ah, il faut que je reprenne le dossier, parce que c'est extraordinaire. Alors, je ne vais rien vous apprendre, hein, parce que tout le monde en parle en ce moment, mais j'ai trouvé ça grand, parce que c'est vraiment... Là, on assiste vraiment à la fin de la France. C'est vraiment là, on est au bout. Hein. Alors, les pompiers manifestaient, vous le savez, à Paris, pour exprimer leur colère vis-à-vis du gouvernement. Pourquoi? Ils sont gentils, le gouvernement. Ils ne gouvernent pas. Comment ça, ils ne gouvernent pas, Jim? Ben non, c'est l'Union Européenne qui gouverne. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, ne fait qu'appliquer les directives qui viennent de l'Union Européenne. C'est pourquoi s'en prendre au gouvernement, ils sont méchants les pompiers. Allez, je déconne. Oui. Ah bah oui, bon après vous savez ce qui s'est passé, hein. Le super gouvernement, avec notre super gouverneur, a décidé de traiter les pompiers comme il se doit, c'est-à-dire de leur foutre sur la gueule. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la police, il n'y a plus que les forces de l'ordre, qui se comportent en véritable collabos d'un système mafieux. Hein. Aujourd'hui, la police en France, les forces de l'ordre en France, c'est juste des collabos de la mafia mondiale. Vous êtes des collabos aujourd'hui. C'est tout ce que vous êtes, les forces de l'ordre. Uniquement des collabos. Vous n'êtes plus là pour faire régner l'ordre. Vous êtes là pour continuer à créer le chaos que veut la mafia que vous servez. Vous êtes les collabos de la mafia mondialiste. C'est tout ce que vous êtes. Aujourd'hui, le gouvernement français ne tient plus que parce que vous, les collabos, vous êtes là à obéir à des ordres qui sont inacceptables. Inacceptables. Comment avez-vous pu accepter de tirer à bout portant sur des pompiers? C'est un scandale qui restera pendant des décennies dans l'histoire de France. Mais des décennies. Je vais vous dire, même mon cousin qui est dans les forces de l'ordre m'a dit c'est une honte. Alors lui, il demande sa mutation. Il veut se tirer dans un pays à la Réunion. Il a raison. Bon. C'est un scandale. Et en plus, il m'a montré, il m'a fait des partages de capture d'écran où effectivement beaucoup de ses collègues ont dit pompier ou pas pompier, ça sera l'ordre avant tout. Mais vous êtes des tarés. Mais en aucune façon vous faites régner l'ordre. En aucune façon. En tirant sur les pompiers qui manifestent contre le gouvernement, vous faites régner l'ordre. Non.
vous faites pas régner l'ordre. Vous êtes en train de créer la haine anti-force de l'ordre qui va finir par vous retomber sur la gueule tôt ou tard. Et ce que vous faites, c'est que vous empêchez le peuple de France, en réalité, de faire dégager ce gouvernement. C'est tout ce que vous faites. Parce que si vous n'étiez pas là, les collabos, le gouvernement et son gouverneur seraient partis depuis longtemps. Il n'y aurait pas eu autant de personnes qui auraient perdu leurs yeux, leurs mains, qui n'auraient pas fait de la prison inutilement, qui auraient perdu leur boulot, etc. Ce que vous faites est scandaleux. Vous êtes la honte de la France, aujourd'hui, les forces de l'ordre. La honte. Vous croyez que vous faites bien votre métier? Vous êtes la honte de la France. La honte historique de la France. Et ça va rester pendant longtemps sur vos fronts, sur vos uniformes. Et vous pouvez vous cacher vous pouvez vous cacher derrière vos casques et vos matraques et vos boucliers parce qu'on ne voit pas vos visages. Vous êtes une honte. Comme toutes les personnes qui se casquent et qui se masquent. Je tenais à le dire. Alors, eh oui. Donc, les pompiers, il y a un syndicat de CRS qui a dit, un syndicat de CRS quand même, un syndicat de CRS a dit, on est honteux, on a gazé les pompiers, on s'excuse, mais c'est les ordres de nos hauts dirigeants. Oui, on s'en doute. On se doute bien. Je me doute bien qu'un être humain normalement formé, même s'il est dans les forces de l'ordre, ne peut pas tirer sur un de ses collègues pompiers, c'est pas possible. Comment dit? Oui, le problème c'est que, si, justement, c'est que parce que les forces de l'ordre ont dit eux aussi, ils ont des problèmes de famille, ils ont des problèmes de revenus, il faut qu'ils obéissent parce qu'ils ont des primes à toucher aussi quand ils obéissent, etc. Ah bon, d'accord. Donc les forces de l'ordre aujourd'hui, si on vous dit demain qu'il faut tourner votre veste d'un coup et tirer au LBD sur toutes les femmes voilées, vous allez le faire aussi. D'accord. Si on vous dit que même sur les gosses même sur les gosses musulmans, il va falloir tirer au LBD, vous allez le faire. D'accord. Donc vous êtes capable de faire n'importe quoi en fait. C'est à partir du moment où vous êtes rentré dans les forces de l'ordre, vous croyez que vous avez mis votre cerveau et votre conscience dans le vestiaire et que vous avez plus aucun pouvoir décisionnel sur vous-même. D'accord. On n'appelle pas ça un être humain, hein, on appelle ça un connard, on appelle ça même un animal, quelqu'un qui ne réfléchit pas. Et encore, il y a des animaux qui réfléchissent. Quelqu'un qui ne réfléchit pas et qui obéit bêtement, vous êtes un chien bien dressé. Vous êtes une bête. Quand on obéit bêtement, on est une bête. Voilà. Et donc vous êtes bête par définition. Il y a un syndicat qui se dit honteux, mais il y a quand même un syndicat de police qui a dit oui, mais ils étaient alcoolisés, les pompiers. Ah oui, c'est bien connu. Les pompiers sont des gens qui ont une vie malsaine, ils se bourrent la gueule tous les week-ends, tous les jours, tous les soirs, entre collègues, avant d'aller faire des manifestations violentes. C'est connu. Les pompiers ne font que ça. Les pompiers ne font que ça. Et leur but, c'est vraiment de se bourrer la gueule, de se détruire la vie, parce que c'est leur truc à eux, la destruction de la vie, les pompiers. Bien sûr, tout le monde le sait. Hein. C'est que ça. Eux, leur truc, c'est vraiment de se bourrer la gueule avant d'aller manifester et de casser du CRS. Bien sûr, c'est connu. Hein? Alors bien sûr, Macron a tout de suite monté au créneau, il a dit j'apporte mon soutien aux Kurdes. Le président. Comment dire? Ben oui, non, c'est pas un président. C'est pas un président du tout. Je ne vais pas lui donner de qualificatif parce que je vais me faire striker la chaîne. Mais là, on atteint des records. On atteint des records quand même. On atteint des records. Moi, j'aurais même pu trouver les mots pour qualifier ce qui se passe. Macron, qui apporte, dans l'état de crise actuel dans lequel on est, il apporte son soutien aux Kurdes. C'est tout ce qu'il a à dire. Sérieux? Les Kurdes du PKK. Vous savez qui sont les Kurdes du PKK? Attendez, parce que je vais faire un petit détour là-dessus, puisqu'on m'a dit tu connais rien, tais-toi, tu sais pas. Fermez-la, mais fermez-la. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, cassez-vous de ma chaîne. Je vais vous dire ce qu'a dit Donald Trump à propos du PKK, et il l'a dit hier soir. Il a dit les Kurdes ne sont pas des anges, a-t-il dit.
hein, il a déclaré que le PKK, qui fait partie des Kurdes, donc, comme vous le savez, est probablement pire en matière de terrorisme et une plus grande menace terroriste en bien des aspects que Daesh. Donald Trump a dit ça hier soir, lors d'une conférence de presse. Selon lui, la Turquie va en Syrie, c'est une affaire entre la Turquie et la Syrie. La Syrie a également des relations avec les Kurdes, et les Kurdes ne sont pas des anges, a-t-il encore souligné. Non, mais attendez, je vais vous dire qui sont les Kurdes du PKK, PJD, machin. C'est des mecs qui font des attentats en Turquie, qui tuent des gens. Quand il y a des attentats en Turquie, c'est les Kurdes. Ceux-là de Kurdes. Pas les Kurdes qui vivent en Turquie en bonne symbiose avec le peuple turc. Non, ceux-là de Turcs, ceux qui sont dans le nord de la Syrie, qui veulent une terre, les Peshmerga et les autres. Là. Ceux qui se sont fait promettre une terre par l'Occident. N'est-ce pas, ils leur ont dit, battez-vous pour nous, on va dézinguer la Syrie bientôt, vous vous battez pour nous, vous laissez Daesh tuer les chrétiens d'Orient, vous en tuez un peu aussi, et on vous donnera la terre des Assyriens, hein, dans le nord de la Syrie. Ah, super, d'accord, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des attentats, ils ont aussi probablement participé au coup d'État, parce qu'on m'a dit, ouais mais Erdogan, machin, c'est un salopard. Je vous signale que Erdogan, je sais pas, vous ne le savez pas, mais effectivement, la Turquie a toujours été du côté occidental, c'est pour ça qu'elle était dans l'OTAN d'ailleurs, qu'elle est toujours dans l'OTAN d'ailleurs, mais elle a toujours été du côté occidental, elle était le petit toutou des États-Unis, le petit toutou d'Israël aussi, parce que les kémalistes, ceux qui sont les partisans de Atatürk en Turquie, sont pas antisionistes. Hein. Et j'en dirai pas plus. Erdogan, lui, est antisioniste, clairement, parce qu'il a été victime d'un coup d'État en 2016, coup d'État américain, américano-sioniste, du Mossad. Et donc, en étant victime de ce coup d'État qui a foiré, je tiens à rappeler que le coup d'État en Turquie a raté, il a raté en 24 heures. Ça s'est passé sur la place Taksim à Istanbul, hein, Stéphane Blay m'a expliqué. Le peuple de Turquie, parce que le coup d'État avait pris les médias, d'accord, les forces soi-disant indépendantistes mais révolutionnaires là, avaient pris les médias. Donc, Erdogan ne pouvait plus s'exprimer nulle part. Il s'est exprimé au travers d'un portable, il a enregistré une vidéo sur le portable d'une journaliste qui l'a diffusée sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'il a expliqué qu'en fait, il y avait une tentative de coup d'État en Turquie et qu'il ne fallait pas que le peuple se laisse faire. Le peuple est sorti dans la rue sur la place Taksim, ils ont tué tous les militaires qu'il y avait dans les tanks et machin. Et ils ont repris le pays pour le donner à Erdogan. C'est ça la Turquie, c'est ça les Turcs. C'est pas des Français qui se laissent piller dans les métros par les Roms, machin, sans bouger tous les matins. Hein, j'ai vu des vidéos là, c'est incroyable. Les gens ne bougent pas, ils se laissent faire les poches par les Roms dans le métro tous les matins, sans bouger, sans mettre un pain, au moins à l'un des quatre. Non, personne ne bouge. Non, le peuple turc, c'est pas ça. Le peuple turc, c'est t'essayes de nuire à son pays, il est là. C'est pour ça qu'après, tu as une équipe de football, ils font le salut parce qu'ils soutiennent. Alors vous allez me dire, ouais, dans le sport, il n'y a pas besoin d'avoir de soutien. C'est vrai, la politique et le sport ne doivent pas faire. Mais c'est ça, la Turquie. Et depuis ça, depuis 2016, la Turquie a tourné le dos à l'Occident. Elle a tourné le dos aux États-Unis, elle a tourné le dos à Israël, elle s'est tournée vers la Russie, car c'est Poutine qui a prévenu Erdogan de ce qui se passait. D'accord? Remettez un peu les choses dans leur contexte. Donc les Kurdes qui ont servi l'Occident, qui ont servi Israël, l'Occident, les États-Unis, l'OTAN, voilà, ces Kurdes-là sont en réalité des traîtres à la Turquie, bien entendu, et ils ont aussi participé à la destruction de la Syrie. Donc vous vous doutez bien que les Syriens, ils en ont vraiment rien à battre de ces Kurdes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Bachar el-Assad, en fait, en réalité, grâce à la Turquie, vient de récupérer le nord de la Syrie. Voilà ce qui s'est passé, tout simplement. Pour ça que l'armée syrienne est là-bas pour les transactions, etc. Mais il n'y aura pas d'affrontement turco-syrien. Ils marchent ensemble maintenant. Bachar el-Assad, il peut remercier Erdogan, en réalité. Voilà. Voilà, on en est là. Donc Macron, tout ce qu'il a trouvé à faire, lui, au lieu de soutenir les pompiers, de soutenir les policiers qui se sont fait égorger, de soutenir la liberté d'expression en France, ou de soutenir éventuellement même le reste des troupes françaises qui sont prises en otage là-bas, qui sont prises dans les taux au nord de la Syrie. Les forces françaises, elles étaient là. Elles étaient là pour armer les Kurdes et continuer à ce qu'ils fassent des saloperies. Oui, l'armée française est là pour ça là-bas. Au lieu de soutenir encore, de dire on a des forces françaises là-bas et de nous rouler dans la farine en disant qu'on est les forces du bien, tu vois. Non, au lieu de soutenir les forces de l'ordre françaises, les forces militaires françaises qui sont au nord de la Syrie, non, il soutient les Kurdes. Les Kurdes terroristes et les Kurdes assassins d'enfants, chrétiens, machin. Non mais, vous vous rendez compte?
Pourtant, il n'a pas dit que ça, hein. Parce que là, bref, je vais finir par avoir une interdiction de territoire, hein, sur la France. La France, ce qu'elle a fait finalement, alors, finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'armée française qui est encore là-bas, dans la Syrie, ils viennent d'incendier, écoutez bien parce que ça va vous rappeler quelque chose, ils viennent d'incendier l'usine Lafarge en Syrie. Encore une incendie d'usine. On en a déjà eu une à Rouen, une au Mans, une à Toulouse. Il y en a partout des incendies d'usines. Pourquoi tout le monde incendie les usines en ce moment? Ah bah tiens, c'est bizarre ça. Pourquoi l'armée française vient d'incendier l'usine Lafarge en Syrie? L'usine Lafarge, c'est pas celle qui avait fourni des armes à Daesh et tout ça, là, qui a été innocentée récemment à coups de milliards d'euros? Hein, cette usine avait livré 6 millions de tonnes de ciment aux djihadistes afin qu'ils construisent des fortifications souterraines et puissent livrer une guerre de position, conformément à la stratégie décrite par Abu Musab, le Syrien, dans son livre de 2004, La gestion de la barbarie. Hein. Donc, ainsi disparaissent les traces d'une opération secrète de première importance. L'usine Lafarge de Jalalabiyeh, à la frontière turque au nord d'Alep, avant que l'armée syrienne, arabe syrienne, ne prenne possession de cette usine Lafarge, eh bien l'armée française a foutu le feu pour effacer les traces de la collaboration de Lafarge et de la France au massacre des djihadistes. Et Macron porte le soutien à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? T'as pas l'air bien? Non, je suis en train de me diviser en deux, effectivement. C'est dur, hein. C'est très très dur. Emmanuel Macron, notre superbe gouverneur, il nous explique ce qui pourrait conduire à une guerre civile en France. Oh, heureusement qu'il est là. Il a dit des amalgames entre les questions d'immigration, de radicalisation, de communautarisme et de laïcité peuvent entraîner la France dans une guerre civile. Oh, il a dit ça devant des proches à l'Élysée, hein, rapporte France Info citant sa propre source. Il a dit la stigmatisation doit absolument être évitée. Oui, mais il y a une semaine, il nous a dit il faut que toute la France se mette à faire la guerre à l'hydre musulman, à l'hydre islamiste, pardon. Alors il a dit oui, mais là, il y a des religions en France, dont l'islam, qui s'inscrit dans un cadre, celui de la République. Ah bon? Tiens, je croyais que c'était l'hydre islamiste. On doit respecter toutes les règles de manière absolue, et je serai intransigeant. Oh, on n'avait pas remarqué. Mais on doit aussi respecter la liberté de croire et de ne pas croire, c'est ça la laïcité. Tu nous prends pour des cons? Ensuite, il a dit, voilà, bon, enfin, il en a dit encore pas mal des conneries. Mais il a dit, et voilà, il nous explique grâce à lui, grâce à ses explications, surtout à ses actes, on va éviter une guerre civile. Je crois qu'il va falloir lui décerner une médaille, hein, ou une couronne, je pense. Parce que grâce à ces explications, il n'y aura pas de guerre civile en France. La guerre civile en France ne sera pas du tout due au fait que les forces de l'ordre, à qui il a passé les ordres de tabasser tout le monde sans aucune distinction, est en train de massacrer son peuple. Ça, par contre, ça ne viendra pas de là. Ça ne viendra pas du fait que ces services secrets, que ces forces de l'ordre aussi, laissent les armes, par exemple, perdurer dans les cités depuis des décennies, et qu'ils passent des ordres aux forces de l'ordre qui savent que les armes existent dans les cités, à quel endroit, mais qu'elles ont ordre de ne pas aller les intercepter. Par exemple, vous voyez, comme il nous dit, voilà, c'est des policiers, ils ont dit, on sait qu'il y a des armes dans les cités et on n'a aucun ordre pour aller les récupérer. 600 armes saisies et une centaine d'individus mis en cause par 350 gendarmes dans 50 départements. Ça va, c'est rien, juste dans 50 départements. Quand on me dit, ouais, il n'y a que 2 ou 3 départements où il y a des racailles, où il y a machin, 50 départements. Il n'y a pas le feu au lac, là. Il n'y a pas péri dans la demeure, là. Des armes dans des cités, dans 50 départements, dont la police ne reçoit pas d'ordre d'aller les récupérer. C'est pas plutôt ça qui va mener à la guerre civile, monsieur le gouverneur? Non mais de toute façon, c'est là où il est très très fort, notre gouverneur, c'est qu'il dit tout et son contraire. Il arrive à nous noyer, à nous rouler dans la farine, mais d'une force, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Hein, quand un journaliste de LCI compare le voile islamique à un uniforme SS,
Vous voyez les amalgames dans lesquels on veut faire tomber le peuple de France. Souvenez-vous de ce que j'ai dit en début de vidéo, quand je me suis adressé aux musulmans de France. Moi, je m'adresse en tant que petit citoyen, youtubeur lambda. Mais vous voyez le piège dans lequel ils nous amènent. Ils passent l'ordre, parce qu'un journaliste ne dirait jamais ça s'il n'a pas l'autorisation de ses supérieurs de le dire. Hein. Il ne se permettrait pas de dire, même il y a 3 semaines, il n'aurait jamais osé dire un truc pareil. Un journaliste qui compare le voile islamique à un uniforme SS, aujourd'hui c'est parce qu'ils ont les ordres de lâcher. Allez-y, on va commencer à tirer un boulet rouge sur l'islam. C'est parti. Macron qui dit qu'il faut faire la guerre à l'hydre islamiste, on doit tous se lier ensemble. Hein, et la semaine d'après, il te dit attention, il y a un risque de guerre civile et d'amalgame. Hein, vous voyez comment ils sont en train de nous amener à la haine, à la colère. Hein, et la pauvre dame musulmane qui met son petit fichu, parce que c'est un fichu hein, le truc, et qui va amener son gosse à l'école, on lui dit t'as pas le droit d'amener ton voile maintenant à l'école, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a derrière ton voile. Ah oui, tout est fait pour. Tout est fait pour qu'on croie que les musulmans sont tous des terroristes en puissance. Zemmour qui vous dit qu'il n'y a pas de différence entre l'islamiste et l'islam. Bien sûr, évidemment. Moi, je suis dans un pays où il y a 30 millions de musulmans autour de moi. Si vraiment il détestait les blancs et s'il détestait les non-musulmans à ce point-là, comme on nous l'explique en France, vous croyez que je serais toujours vivant au bout de 12 ans et demi? Je vais vous faire une vidéo sur le Maroc, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voilà. En attendant, eh bien, il y a un élu LREM qui nous explique que les immigrés clandestins pourront voter à Grenoble. Oui, aux prochaines municipales. Aux prochaines municipales, tous les gens qui sont résidents, c'est-à-dire même ceux qui n'ont pas de papier, mais à qui on a donné une résidence provisoire, dans un hôtel ou quoi, qui ont une adresse, vont pouvoir voter aux prochaines municipales à Grenoble. Les migrants, les clandestins vont voter en France. Et après, vous me dites, c'est beau la France, c'est un beau pays. Allez vous faire. Je ne le dirai pas. On m'a dit que j'étais trop vulgaire. Vous ne croirez jamais ce qu'a dit la Banque centrale des Pays-Bas. Bah écoutez, je vais vous le dire. La Banque centrale des Pays-Bas a dit « Si le système monétaire s'effondre au bancaire, le stock d'or peut servir de base pour le restaurer. » Bah oui. Je vous l'ai dit il y a quelques mois en arrière, ils ont saisi les stocks d'or français, enfin ils les ont confiés à la JP Morgan. Confier son stock d'or national à la JP Morgan, c'est comme confier ses gosses à Cohn-Bendit. Hein. Je veux dire, c'est le truc à jamais faire, tu vois. Voilà, bon. Donc voilà, on nous apprend que, bah oui, c'est fait pour ça, l'or national des pays. C'est quand le système bancaire ou financier va s'effondrer, ils se serviront sur les réserves d'or des nations. Et on est tellement endettés, 2300 milliards on leur doit. 2300 milliards, ils vont dire, attendez, le système financier vient de s'écrouler. Allez, vous allez nous rendre déjà ce que vous nous devez, les 2300 milliards, après on verra. Ça va correspondre à peu près à notre stock d'or. Voilà, tout va y passer. Tout va y passer. On appelle ça le plus grand hold-up du siècle. C'est un hold-up organisé par des familles qui dirigent le monde. Un hold-up. Il n'y a pas matière à s'énerver, à faire une révolution? Non, non. Mais non, pas grave Jim, on repartira avec de la crypto-monnaie. Non, non, ça c'est pas mon discours, ça. C'est pas parce que je vous ai proposé la possibilité d'investir dans un actif d'investissement qui vous permettra de faire des plus-values que je considère que c'est bien de remplacer la valeur or par des cryptos ou des valeurs numériques. Absolument pas. D'accord? Que ce soit clair. Je vais en parler un petit peu après. Voilà, donc, pour finir cette vidéo, et je ne vais pas revenir sur l'affaire Epstein, mais il y a un excellent article sur le site Exoportail que je vous invite à aller voir, qui nous explique les liens entre Jeffrey Epstein, Robert Maxwell et Jack Lang. Voilà, je vous conseille d'aller le lire, j'en dirai pas plus. Pendant que Angela Merkel admet l'échec du multiculturalisme allemand, elle a dit. Ce modèle a totalement échoué. Elle aussi, elle va nous apprendre qu'il y a peut-être un risque finalement de guerre civile en Allemagne, parce que, attention, il ne faut pas faire d'amalgame. C'est elle qui a fait rentrer 1 200 000 migrants. Cette tarée-là. Et après, elle dit, oh, ce modèle ne marche pas, hein, ça va pas. Hein. Il va falloir qu'on fasse plus d'efforts. Parce qu'elle a dit qu'il allait falloir faire plus d'efforts aux Allemands. Au lieu de dire, on va arrêter, on va en expulser au moins les 3/4, non, elle a dit, il faut que les Allemands fassent plus d'efforts. Hein. On va les forcer maintenant. Il faut que leurs filles soient consentantes quand elles se font violer. Hein? Ah non, non, elles ne doivent pas être violées. Il faut que quand elles se font choper par 8 migrants d'un coup,
il faut qu'elles écartent les cuisses et qu'elles laissent passer en criant des cantiques. Voilà. Faut pas que... Non, c'est un pays chrétien, t'es dit, attention, celui qui s'y plie pas... donc si tu te fais violer par 8 migrants, ce n'est plus un viol, c'est un acte de charité. Angela, tu portes très mal ton prénom. Très très mal. Je pense que Diabola Merkel t'aurait scié davantage. Combien... Alors, je termine avec cette histoire, puis après j'arrête la vidéo. Sylvie Goulard. Bah Sylvie Goulard alors. Sylvie Goulard, vous savez qui c'est Sylvie Goulard? Vous savez qu'elle a été obligée de rembourser. Attendez, je vais vous le dire. Sylvie Goulard rembourse, vous allez voir, je vais vous le dire. Sur les emplois fictifs, hein, parce que Sylvie Goulard est une ancienne députée, hein, alors, elle était dans le MoDem, hein, c'est une affaire qui divise le MoDem. Hein, elle a dû rembourser 45 000 euros au Parlement européen. Ah oui, elle avait fait des emplois fictifs, elle avait grugé. Ah, voilà. Et bien Emmanuel Macron, vous savez, notre gouverneur, avait décidé de la placer à l'Union européenne. Et puis l'Union européenne a dit peut-être pas déconner à ce point-là, quoi. Tu vois, ils ont dit non, quand même. Non, ils ont dit non, on l'aime bien le petit gouverneur français, là, mais là, non, là, ça va trop loin. Donc ils lui ont dit non, que Coco, t'es gentil, tant que tu parles de ta France et que tu arrives à rouler ton peuple dans la farine, ça va, ça nous sert, ça sert nos intérêts, mais là, tu nous casses les couilles. Là, non. On veut des gens compétents quand même, un minimum, ils ont dit. Donc il a été humilié, Macron, vous le savez. Et donc il a dit, Macron a dit, bah, puisque c'est comme ça, moi, ma Sylvie Goulard, ma copine, hein, c'est ma copine, il a dit, ben, je vais la mettre à la Banque de France. Ah ben, c'est logique, quelqu'un qui a volé et qui a dû rembourser 45 000 euros de vol, puisque c'est quelqu'un qui a escroqué, donc finalement, la candidate malheureuse à la Commission européenne, hein, va revenir à la Banque de France avec une rémunération conséquente à la clé. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. Hein. Parce qu'elle était rémunérée 13 000 euros brut par mois, hein, alors qu'elle était députée européenne. Hein. Donc là, du coup, Manu, il a dit, ah non, ma copine, non, je peux pas la laisser dans la merde, je vais la mettre à la Banque de France. De toute façon, la Banque de France, ça sert plus à rien, puisqu'elle bat plus monnaie, elle fait plus rien, tout ce qu'elle dit, on s'en fout, c'est plus elle qui prête à la France. Il a dit, je vais la mettre là quand même. La Banque de France, c'est prestigieux. Hein. Si vous ne comprenez pas que c'est une bande de voleurs qui se serrent les coudes pour piller ce qui reste en France, vous n'avez pas pigé encore, hein, visiblement. Je ne sais plus dans quelle langue vous le dire. Alors, il paraît que je suis anxiogène. Sauf qu'il y a des responsables de l'ONU qui ont dit que les risques d'une guerre nucléaire vont croissant et de plus en plus probables. Bon. C'est l'ONU, hein, ça n'a jamais été très sérieux comme organisme. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, bah, écoutez, je pense que c'est bien, j'ai fait mon petit tour. Alors, là, je vais pour terminer, je vais vous passer... le site du Zincoin est enfin fait, il est en ligne, zincoin.io. Zincoin, Z-Y-N-E-C-O-I-N, .io. Voilà, le site est en ligne. Je vous le dis parce que c'est le nouveau site officiel. Voilà, donc vous pouvez y aller, vous y inscrire. Comme ça, vous saurez aussi comment investir le 17 novembre. Si vous voulez faire partie de ma team, de ma Gym Team, de ma communauté, à ce moment-là, rien ne vous empêche de vous inscrire quand même sur ce site, mais vous m'écrivez toujours à la même adresse, jimleveilleur@gmail.com, que je mettrai en fin de vidéo, et vous me dites 17 novembre, Gym Team. Voilà, ceux qui veulent faire partie de ma Gym Team, vous m'écrivez à moi, et dans ces cas-là, vous recevrez les informations pour investir dans le Zincoin et dans les autres futurs projets par mail. Ok? Que ce soit dit, pour ceux qui veulent adhérer au club Wetio, au club de la blockchain, vous pouvez toujours. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand, donc profitez-en. Vous m'écrivez aussi à la même adresse, jimleveilleur@gmail.com, en me disant « Je veux faire partie du club Wetio, comment faire ?» Et je vous réponds. Pas la peine de m'écrire des grands laïus. Hein. Merci beaucoup. Voilà, donc on a fait le tour de la question. Hein. Allez, les mecs, courage, je pense que vous en aurez besoin. Salut.